Bonjour et bienvenue. Bonjour Darius. Bonjour Michel. Bienvenue donc à Genève, dans ce bâtiment des forces motrices, une ancienne usine hydraulique reconvertie en lieu de culture et de spectacle, où se poursuit donc à Genève, en Suisse, ce tour du monde de la francophonie. Ce sera l'occasion pour nous de discuter de ce français que nous parlons en Suisse, de ce qu'il dit, de celles et ceux qui le pratiquent et du pays où ils habitent. Et cela, nous le ferons avec des invités qui sont pour certains déjà autour de ce plateau, puis d'autres qui prennent encore un verre, ils en ont le temps, parmi lesquels la présidente du Conseil d'État Noria Gorité, il y a aussi le psychiatre aventurier Bertrand Piccard, le chirurgien René Prêtre, ou encore les jeunes et talentueuses musiciennes que sont Julie et Camille Berthollet. Merci Michel, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'ouvrir la discussion avec ces Suisses qui font rayonner le français, la francophonie dans le monde. On commence par vous, Anne Richard, comédienne, bonjour. Bonjour. Les francophones vous connaissent par la série Boulevard du Palais. Vous êtes une comédienne qui a fait grande carrière partout, en France, mais vous restez suisse. Question rapide à chacun, le tic de langage qui vous reste, qui vous maintient en Suisse, c'est quoi? Entrer seulement. Ah oui, ça se dit pas en France. Ah, pas du tout. Et un jour, je l'ai fait en tournage et j'ai eu une équipe de 50 personnes qui se sont mis à éclater de rire et je ne comprenais pas pourquoi. Et ça reste toujours, je dois me maîtriser pour ne pas le dire. Metin Arditi, vous avez le regard de l'écrivain. Votre dictionnaire amoureux de la Suisse rencontre un succès fulgurant. Alors, dictionnaire, la question est toute trouvée. Le mot le plus suisse, qu'est-ce que c'est? Déçu en bien. Ouais. C'est très vaudois. C'est vaudois, même plus précisément. Vous êtes un peu Oui, c'est entre vaudois, vaudois, mais en même temps, c'est très représentatif de cette réserve typiquement helvétique. Jean-Claude Biver, horloger, charismatique. Alors, vous êtes vraiment l'horloger mondialisé, vous faites des affaires partout dans le monde. Même question, le moment où votre français est français de Suisse, c'est quand? Quelle chenille! Quelle chenille. Là, il faut traduire pour le monde entier. Quel le chenille, c'est quoi? Le désordre. Il y a des mots un peu plus Et en salés. Suisse, on n'aime pas le chenille, puisqu'on est organisé. Alors, honneur à tous les pays francophones, grands, petits. Vous êtes vraiment aussi dans tout petit pays francophone, c'est le Luxembourg. C'est assez chic d'être luxembourgeois, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. On parle français aussi au Luxembourg. Et c'est encore plus chic d'être luxembourgeois et suisse. Et vous parlez luxembourgeois? Oui, bien sûr. Oui. J'aime le français en luxembourgeois. Non, ich spreche gerne Französisch. Pas mal. C'est presque du suisse allemand. Ich spreche gerne Französisch. C'est entre l'allemand et le suisse allemand. Voilà, c'est une sorte de dialecte de la Moselle. Oui. En Allemagne, on le parle un petit peu aussi. Anne Richard, donc Darius vous le disait, carrière à l'étranger beaucoup, en France essentiellement, lorsque vous revenez en Suisse et que vous entendez, on va dire, le français qui est pratiqué en terre remonte, qui est quand même légèrement différent de celui qui peut se pratiquer dans l'Hexagone à côté, qu'est-ce qu'il vous dit des Suisses de ce pays? Comment est-ce qu'il vous parle, ce français-là? Pour moi, ça me rappelle mon enfance, évidemment. Alors, il me parle au plus profond de mon cœur, mais je pense que c'est pour moi un langage de l'authenticité. J'aurais envie de dire que, voilà, pour moi, ça représente, on s'exprime tel qu'on pense, avec des termes qui sont très à nous, qui sont du français, mais parfois avec des termes un peu un français ancien, et puis avec un dialecte, et j'aime beaucoup. Alors, il y a certains termes que moi, j'ai oubliés. Je dis « Ah, mais oui ! Ah oui, tout à fait !» Et puis, il y en a d'autres que j'ai gardés, et c'est surtout... Lesquels, par exemple? Par exemple, quand moi je vais en France et que je dis que je me suis encoublée et que je suis tombée dans une gouille, j'ai des grands yeux comme ça, ils me regardent et je dis « Ah là, ça doit pas être français !» Et j'en découvre à peu près tous les jours, même encore maintenant, ça fait presque 30 ans que je suis à Paris et que je découvre que je parle encore suisse en étant en France. Jean-Claude Biver, vous avez des affaires dans le monde entier. Il y a ces jeux d'esprit, on disait, on donne les ordres en allemand, on aime en italien, etc. En français, c'est la langue de quoi le français pour vous? Le français, le français, c'est la langue de la poésie, c'est la langue de l'amour. Paris, c'est la ville lumière. Donc le français entraîne avec lui beaucoup d'admiration et de compliments. Vous êtes un vrai commerçant, vous avez ça dans le sang. Il y a une chose extraordinaire, je crois que sur votre smartphone, chaque fois qu'on vend une montre de chez vous dans le monde, bip, ça bip, et vous dites bingo, j'ai vendu une montre. Ça, on dit souvent, c'est pas très francophone. Les anglo-saxons ont cet amour de l'argent, du commerce, etc. Et comme vous dites, les Français, beaucoup de poésie, beaucoup de nuages, mais pas beaucoup de concret. Ça change, ça, petit à petit. Oui, bien sûr que ça change. La France s'adapte, la France se modernise. Elle se macronise. La France se macronise, je dirais même politiquement pour moi, heureusement. Et donc, j'ai beaucoup d'espoir. Et la France fait partie de l'espoir de l'Europe.
l'Europe dépend partiellement de la réussite de la France. Parce que l'Europe ne peut pas être conduite seulement par l'Allemagne. Donc on a besoin de la France. Ici en Suisse, nous avons des espoirs, nous avons des vues pour que la France prenne et soit l'équivalence de l'Allemagne. En tout cas, sa langue, elle est semée partout dans le monde. Mais Tina Nitti, vous êtes en Suisse depuis bien longtemps, même si vous êtes né en Turquie. Vous écrivez en français, vous êtes édité en France. La langue que vous utilisez lorsque vous écrivez, c'est un français international, c'est un français standard, comme on le dit, ou il y a un ancrage plus roman? Alors, il y a un ancrage, pour ce qui est de mon français, qui est l'ancrage d'Orient. Moi, j'ai grandi en Turquie, où j'ai habité jusqu'à l'âge de 7 ans. Dans ma famille, on entendait le turc, l'espagnol, le grec, l'allemand, mais la langue que nous parlions en famille, c'était le français. Alors que la France n'a jamais été puissance coloniale ou mandataire en Turquie. Elle n'avait pratiquement pas de présence économique, mais il y avait une aura culturelle exceptionnelle qui fait que beaucoup de familles parlaient français et ce français, il venait un peu du ciel. Il y avait quelque chose de miraculeux. Mais alors, justement, puisque vous avez la connaissance et l'oreille de ces différents français, de ces différentes langues, ce français ici, qui est en Suisse romande, qui est quand même évidemment différent de celui qui peut être parlé au Québec, en Belgique ou en France, vous le ressentez comment? Qu'est-ce qu'il vous dit, ce français-là, à vous? Oh, écoutez, il n'y a pas tellement de différence. Moi, je ne les vois pas. Il y a de temps en temps quelques mots qui changent. Mais enfin, un bon français, c'est un bon français, n'est-ce pas? Que ce soit à Paris ou à Neuchâtel ou à Genève, un bon français, c'est un bon français. De temps en temps, il y a évidemment une intonation qui est différente, quelques expressions. Mais franchement, c'est peu de choses. Et puis, pour ma part, je suis surtout dans l'écrit. Et dans l'écrit, voilà, il n'y a pas à tortiller. Un bon texte, c'est un bon texte. Il n'y a pas à tortiller. Alors, en vous entendant, on est frappé de la diversité de la culture francophone de Suisse. On va en voir une illustration. C'est un peu la carte de visite culturelle suisse. Elle est signée Martina Chiba. Vous croyez que la culture suisse, c'est ringard et ennuyeux? Eh bien, vous allez prendre une bonne paire de claques dans la gueule. Notre cinéma est soi-disant soporifique et rural. Alors, Et on avait Heidi, mais maintenant on a Courgette. moi j'aurais plutôt patate vu sa tête. César, nomination aux Oscars. Avec Courgette, on fait partie des grosses légumes du cinéma. Notre humour est soi-disant coincé et protestant. Et on rappelle qu'on a été pionnier dans le transgenre. Allô, Loulou? C'est maman. Je suis au bout du rouleau. Il faut que je suce un subus. Nos stars du stand-up sont aussi méchantes que les vôtres. L'impact du fait que je suis connu est quand même plus grand que l'impact de la crise des migrants sur ma vie. On se moque même de notre armée, c'est dire. Ça se passait comme ça. Tout arrêt, section, à moi. Messieurs, vous allez prendre ces rochers, les porter sur le dos en courant de l'autre côté de la montagne. Notre variété est soi-disant pain fromage. Et on a nos beaux gosses, nos chanteuses intello et nos vieux punks. Putain, mais... Excusez-moi de jurer. Je suis pas très catholique, n'est-ce pas? Notre littérature est soi-disant ardue et confidentielle. Et on n'a pas cramu. Les romans de Joël Dicker et Titeuf, c'est pas très confidentiel. Va mourir. Oh, et ma traumatisation. Nos musées sont soi-disant poussiéreux. Et on fait venir les tableaux les plus célèbres du monde chez Gianada. Et notre musée de Chaplin, eh ben c'est mieux que Disney. Nos festivals sont soi-disant ronronnants. Et Montreux et Paléo sont mondialement connus. Mais si vous voulez, il y a des festivals plus hard. Avec puissamment bien. Et plus déshabillés. On a encore des danseurs zinzins et des artistes engagés. Je l'assume complètement, hein, mais voilà. Donc... Alors ne dites jamais qu'on fait de la bouse, mais plutôt que la culture suisse, c'est vachement bien.
Voilà, on ne fait pas de la bouse. On sent bien ce petit réflexe de dire toujours attention, on n'est pas si court, nous aussi, en matière de culture. Allez, le petit complexe provincial, on parle un peu moins bien que les Français de France. Est-ce que vous le ressentez? Franchement. Oui, je pense, oui. De temps en temps, quand on est à l'étranger, on a encore ce petit complexe, on se sent... Moi, je dirais que c'est plus par rapport à une rapidité d'esprit. En tout cas, que moi, j'ai pu vivre. La petite ça va plus lenteur vite dans leur suisse. tête. Oui, vraiment. Et dans leur manière de s'exprimer, de parler. Alors, il faut s'y faire. Mais ça, c'est vrai. C'est une réalité. Mais je crois que la culture suisse, quand on y pense, on est un tout petit pays, francophone, minuscule, on est d'une richesse incroyable. Soyons francs, les Français, parfois, nous regardent de haut quand ils sont francs eux-mêmes. Il y a ce texte de Françoise Sagan qui a été révélé, il dit, le français titubant de Genève. On est un petit peu plus lent, on va un peu moins vite. Ça vous fait réagir, Metin Arditi? Oui, je ne suis pas sûr que ce soit une question de rapidité d'esprit. Je pense que c'est une question de culture profonde, d'un mélange d'humilité traditionnelle et de méfiance. Parler vite, défauts, là, hein. Parler vite, ça veut dire s'exprimer sans réfléchir. Or, le Suisse aime assurer ses arrières. Je pense que mon voisin de gauche ne sera pas en opposition avec cette idée. Le Suisse est là pour réaliser son travail dans les derniers détails. Donc, il ne se précipite pas. Ça peut donner une illusion de lenteur d'esprit. Moi, j'y vois plutôt une certaine ruse. Vous y croyez à ça, cette lenteur? Oui, bien sûr, j'y crois. Nous sommes là pour la stabilité, nous sommes là pour le long terme. Et ça, ce sont des qualités de la Suisse qu'un entrepreneur, que les entreprises viennent chercher. Nous avons une stabilité de nos structures, une stabilité politique, une stabilité fiscale. On peut planifier. Rien ne changera parce que tout a été réfléchi avant. Or, vous allez dans certains pays, on change de gouvernement et on change de loi. Mais comment voulez-vous que des entreprises puissent, sur le long terme, planifier? Ce côté, pardon, du français de Suisse qui est volontairement même peut-être un peu lent, prudent. On n'aime pas trop les gens qui parlent trop bien. Vous l'avez ressenti? On se méfie un peu, hein, le français qui Non, arrive... moi je me méfie pas. J'entends, je viens d'entendre parler du beau français et du français réfléchi avec beaucoup de sens, beaucoup de vérité. Eh bien, j'admire. Donc je me méfie pas du tout. Cette idée, n'est-ce pas, d'image que l'on donne, qui n'est pas forcément, voilà, ça ne met pas en valeur, c'est le prix à payer. Alors ça, je suis convaincu de cela. Nous défendons certaines valeurs en Suisse et ces valeurs sont accompagnées d'une facture. Voilà, on paye le prix, on n'a pas beaucoup de brio quand on prend le temps de réfléchir 3 fois avant de répondre. Vous recevez le prix Richelieu de la francophonie, c'est prestigieux, c'est toute la culture française, hein. Richelieu, l'Académie française, l'État, ce français un peu mystique presque. On n'a pas du tout ça en Suisse, hein. On faisait la réflexion, Michel, on parle nous un français souvent beaucoup plus fonctionnel, ça a ses qualités aussi. Bah oui, forcément. Voilà la réponse. Ce qui est intéressant, ce qu'on peut essayer de développer ou de discuter, c'est ça, c'est que finalement, on voit, on sent véritablement, ce qui est une chose qui est peut-être difficile à appréhender ailleurs qu'en Suisse, parce qu'on n'a pas forcément les éléments de comparaison, mais en Suisse, on a véritablement le sentiment que les qualités, on va dire, morales, historiques, sociales du pays ont influé sur la pratique de la langue. Absolument. Et que ça se traduit véritablement dans le français qu'on pratique. Et dans sa manière d'être, beaucoup. Parce que nous sommes un peuple, nous n'aimons pas nous mettre en avant, oser dire qu'on a réussi, c'est pas très bien. Je crois qu'on est très imprégné du calvinisme quand même. Mais justement, quand le fond protestant, ça a joué aussi. Exactement. Ouais. Quand vous êtes arrivé à Paris, il y a dans le métier qui est le vôtre, il y a la nécessité de se vendre, d'occuper le terrain, d'être présent. Ça, ce ne sont pas tellement des qualités suisses, ni dans le langage, ni dans la façon d'être.
Ça s'est fait spontanément, vous avez dû l'apprendre? C'est un véritable handicap. Et j'ai beaucoup discuté de ça avec certains amis acteurs, parce qu'il y a beaucoup de Suisses qui vont travailler en France, et on a tous exactement le même handicap, cette difficulté à se mettre en avant. Et je pense qu'on a mis plus de temps à probablement y arriver, comme on dit dans notre pays, doucement mais sûrement. Mais il y a quand même beaucoup d'acteurs qui ont réussi à faire leur place. Je pense qu'on a aussi une très grande valeur ici, c'est la valeur du travail. Et nous sommes des travailleurs, il me semble, dans notre culture. Et donc ça peut pallier à ce manque peut-être qu'on pourrait penser parce qu'on ne sait pas se mettre en avant, mais c'est le travail qui nous aura amené à aller vers l'avant. L'accent, le fameux accent, les mots, beaucoup de Suisses qui voyagent à Paris, ils ont un peu honte de dire 70, 90, ils corrigent un petit peu, ils essayent de lisser un peu leur accent, vous l'avez fait? J'ai été obligée, parce que j'aurais jamais pu travailler, avoir autant de rôles que ceux que j'ai eus. Si j'avais parlé comme ça, je suis pas sûre que j'aurais été tout à fait crédible au juge d'instruction, de bleu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous non, hein. j'ai Donc, été obligée. vous n'avez aucune pudeur, là, vous y allez, vous forcez votre accent même quand il le faut. Oui, moi je suis fier. Je suis fier d'être suisse, je suis fier de notre pays, je suis surtout fier de notre mentalité. Nous sommes travailleurs, mais nous sommes aussi fidèles. Mais vous, nous sommes méticuleux, nous sommes précis. Là, c'est l'horloger qui parle. Non, c'est pour ça que les Huguenots sont venus importer l'horlogerie, parce qu'ils savaient que nous avions le caractère pour accueillir le métier. Un art doit être accueilli par la tête. Or, la tête était prête à accueillir l'art horloger. Nous sommes le fruit d'une importation. L'horlogerie n'est pas suisse, voyons. La révocation de l'édit de Nantes a aidé. Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que, mais oui, mais il n'empêche pas moins que nous les avons accueillis et nous avons accueilli l'art des Huguenots. Et ensuite, nous l'avons développé. La langue suisse, comme une horlogerie, beaucoup plus mécanique, comme ça, beaucoup plus prudente. On va pas trop vite. Mais il n'y a pas que la langue. Donc à propos d'horlogerie, une des difficultés que j'ai rencontrées au début de mes activités parisiennes, c'était que j'avais l'habitude de toujours arriver à l'heure, voire un tout petit peu en avance à mes déjeuners. Ah, ça, c'est pas bien. C'est parce que vous aviez des montres qui venaient de oui, manufactures. Non, mais ça, c'est pas bien. Ça, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Il faut être un petit peu en... d'arriver à l'heure à un dîner. Écoutez, puisqu'on parle de ce français, il faut savoir que le français est parlé, on l'oublie parfois, il est parlé partout dans le monde, sur tous les continents. C'est la raison d'être d'ailleurs de ce tour du monde de la francophonie. Et là, il y a une autre langue également qui, elle, est parlée partout dans le monde et qu'on n'a pas besoin de traduire. C'est évidemment celle de la musique. Je vous propose d'écouter maintenant Camille et Julie Berthollet qui nous interprètent La vie en rose.
Voilà, nous sommes toujours en direct à Genève, étape du tour du monde de la francophonie. On va ouvrir un chapitre qui dit quelque chose sans doute à beaucoup de francophones dans le monde. Nous sommes un pays francophone, mais aussi multilingue. Nous parlons allemand, italien, romanche. Et ça change beaucoup de choses. On va en parler avec nos invités. Nouvellement arrivés, Bertrand Piccard, figure de l'écologie. Nouria Gorité, politicienne. Vous présidez le gouvernement vaudois. Combien d'administrés? On a près de 800 000 administrés dans le canton. C'est le 3e canton suisse. Et vous êtes d'origine étrangère, d'origine catalane, espagnole. En ce moment, c'est très délicat, il faut bien... On dit espagnol. Vous dites espagnol. Ouais. Et c'est même votre langue maternelle, c'est ça? Oui, j'ai appris le français en entrant à l'école, à 5 ans. Voilà. Vous premier... J'ai fait quelques progrès depuis. Vous vous souvenez du premier cours de français, la première phrase en français? Je ne me souviens pas de cela, mais je me souviens de la première poésie que j'ai apprise en français. Je l'ai apprise en phonétique. Et c'était une histoire de canard qui va à l'eau. Et je la savais par cœur. J'ai fait une très bonne note. Et un jour, ma mère m'a dit que je lui avais demandé, au fond, ça veut dire quoi un canard? Voilà. Il y a le mot de Camus qui dit là, le français, c'est ma patrie. Alors, vous avez 2 patries déjà, Suisse, Espagne. C'est une 3e patrie, le français? Oui, je crois que le Clésio a dit la langue française est ma seule véritable patrie. Et c'est vrai que voilà, il y a une communauté culturelle, une communauté de pensée, on se reconnaît. D'ailleurs, il suffit d'aller à l'étranger, quand on retrouve quelqu'un qui parle français, on a l'impression de rentrer chez soi. Bertrand Piccard, vous avez fait le tour du monde, pas comme nous, tranquillement dans un studio, enfin dans ce BFM qui est une magnifique salle, vraiment en avion, succès planétaire, écho planétaire. Est-ce que vous restez, est-ce que dans tout ce tour, vous avez parlé aux médias du monde entier, vous êtes resté un francophone suisse? Je suis resté un Suisse totalement, ne serait-ce que parce que c'est le département des affaires étrangères suisse qui nous a ouvert la voie. On a en Suisse un service diplomatique absolument extraordinaire avec des ambassadeurs qui font un travail absolument remarquable. Par contre, j'ai un petit peu de scrupule à dire que j'étais un ambassadeur de la francophonie parce que pour faire rayonner la Suisse à l'étranger, c'est peut-être paradoxal, mais on doit parler anglais. Ça, c'est parce terrible, que sinon, on n'est pas l'heure. vraiment compris par le reste du monde. Alors, mon accent français, francophone, suffisait peut-être à rappeler que j'étais suisse même quand je parlais anglais. Est-ce que le fait que nous soyons un pays multilingue, ça nous aide pour l'ouverture au monde, c'est-à-dire pour parler français, mais très vite jongler avec d'autres langues? Est-ce que vous l'avez ressenti? Alors, indiscutablement, mais pas seulement pour la langue, aussi pour la culture, aussi pour la religion. La Suisse est un pays qui a beaucoup de bon sens et beaucoup de respect. Et je crois que c'est pour ça que la Suisse a un rôle à jouer partout dans le monde. Le fait, effectivement, qu'en Suisse, on parle plusieurs langues, Jean-Claude Duboeuf, comme vous d'ailleurs, vous parlez également plusieurs langues. De quelle manière, selon vous, ça a pu éventuellement influencer le français que nous parlons? Parce que finalement, il y a des germanismes dans le français, il y a des archaïsmes, il y a des parties de dialectes qui existent encore. Et toutes ces différentes origines font la multiplicité de la Suisse et qu'on retrouve dans le français. De quelle manière vous avez l'impression justement que ces différentes choses ont pu modeler à la fois la langue et puis peut-être l'esprit? Parler une langue, c'est plus que parler. Parler une langue, c'est comprendre une culture. C'est de l'enrichissement. Parler 2 langues, c'est déjà un acte de générosité. C'est un acte d'accueil. C'est un acte de compréhension. Parler 3 langues, c'est presque universel. Donc, le fait de parler plusieurs langues vous donne immédiatement cette faculté d'accueillir, cette générosité et surtout la faculté de comprendre les différences. Est-ce que quand même ça n'a pas un mauvais côté, pardon? C'est-à-dire, malgré tout, on jongle avec les langues de manière un peu fonctionnelle. On le voit dans notre Parlement fédéral. Chacun parle souvent une langue un peu simplifiée parce qu'il faut que tout le monde se comprenne. On ne soigne pas autant que si on est dans un Parlement français ou un Parlement italien, où parfois on peut faire vraiment de la belle éloquence très ciselée. Franchement, si on est un peu autocritique, on a fait beaucoup d'éloges de la Suisse, mais est-ce qu'il ne faut pas avouer qu'on parle aussi une langue parfois un peu appauvrie? Qui se lance? Non, moi je me lance volontiers. Non, moi je pense pas. Le plus important lorsqu'on parle, c'est que l'autre comprenne. Or, trop souvent... Oh, mais là, c'est terre à terre comme définition. Non, mais trop souvent, on est en face de gens ou de politiciens de certains pays où on se demande qu'est-ce qu'il a dit. Or, je trouve que cette approche pragmatique, cette approche terre à terre et de se faire comprendre, même d'une manière très simple, c'est quand même ludique et c'est important. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne devrait pas chacun parler sa langue, on devrait chacun parler la langue de l'autre. Comme ça, chacun fait un effort et au moins on sait que chacun a compris.
Parce que tout le monde peut parler sa propre langue et on n'a aucune idée de ce que l'autre a vraiment saisi. C'est comme ça que vous faites quand vous êtes à l'étranger? Moi, j'essaie de faire ça, oui. J'essaie de parler la langue de l'autre et d'écouter l'autre parler dans ma langue. Ah non, mais c'est juste, il a raison. Nous qui sommes les Suisses, on est un pays d'exportation. Notre industrie vit sur l'exportation. Mais quand vous exportez, vous ne pouvez pas venir dans un pays avec votre langue. Vous êtes obligé de venir dans le pays avec la langue du pays. C'est le début de l'exportation. C'est la leçon numéro 1 de l'exportateur. C'est une parole d'expert que la vôtre en l'occurrence. Une langue, on pourrait dire d'une certaine manière que c'est le résultat à un moment précis dans l'histoire d'un environnement social, d'un environnement culturel. Alors pour comprendre pourquoi eh bien, les romans que nous sommes parlent comme ils le font, eh bien, il faut connaître un peu précisément, c'est ce qu'on essaie de faire à travers cette émission, un peu de la Suisse. Martina Schiba tout à l'heure eh bien, nous a fait déjà comprendre ou présenter quelque peu ce qu'était la culture en Suisse. Eh bien, on tourne maintenant de nous présenter sa politique. Vous croyez que la politique suisse, c'est compliqué et ennuyeux? Nous avons le système bicaméral, le bicamérisme, deux chambres, et nous avons ici 44 députés, deux pas cantons. Stop! On va reprendre. Premièrement, notre système est simple. Nous, on élit ces gens, le Parlement. Et le Parlement élit 7 conseillers fédéraux. Ils sont présidents à tour de rôle et personne ne sait jamais qui c'est. 1962, le président de la Confédération, je ne m'en souviens pas. 63. 63, non plus. Ce qui fait que ça reste des gens normaux. Ils se baladent sans garde du corps, ils prennent le tram, le train ou leur vélo. Mais ils travaillent beaucoup. C'est des gens qui travaillent jusqu'à 11h du soir. Deuxièmement, nous les Suisses, on est neutres. On ne se mouille pas et tout le monde nous aime. Est-ce que tu te rends vraiment compte que nous sommes en Suisse? C'est bien vrai, n'est-ce pas? Voyez comme le président de la Commission européenne adore notre conseillère fédérale. Troisièmement, en fait, on se comprend bien parce qu'on ne se comprend pas. Il y a 4 langues nationales. Mesdames et messieurs, damas, estimados signors, ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. La Svizzera è un paese aperto. Sans compter l'anglais que tout le monde maîtrise parfaitement. I can English understand, but je préfère répondre en français pour être plus précis. Enfin presque. Quatrièmement, nous le peuple, on a notre mot à dire. On vote tous les 4 mois sur des objets essentiels. Les Suisses ont approuvé aujourd'hui l'initiative contre l'immigration de masse. Ou pas. Plus de 5000 signatures ont été déposées aujourd'hui contre un permis de chasse spécial pour le sanglier. Cela m'amène au 5e. La politique suisse est cool et drôle. C'est pas chez nous que vous verrez ce genre de truc. Chez nous, on s'offre des fleurs et des bouteilles, on chante, on fait du sport. Et avant toute chose, on aime rire. Rire, c'est bon pour la santé. Alors on peut dire ce qu'on veut. Ailleurs, certains essayent de se mettre en marche. Chez nous, depuis toujours, ça marche. Voilà, où on a remarqué d'abord que Michel Cherouti n'a presque pas changé. Bravo. Presque. C'est le presque qui fait toute la différence. Merci. Et ensuite que, voilà, il y a ce Français de Suisse dont on se moque parfois. Notre président de la Confédération, c'était l'année où il présidait, Johann Schneiderman, son fameux discours sur le rire, qui a été moqué tellement à l'étranger. Ça vous a choqué, ça vous a amusé vous-même ? Ça nous a beaucoup fait rire nous-mêmes. Ouais. Mais disons, pour reprendre la thématique de tout à l'heure, sur, au fond, est-ce qu'on parle une langue plus pauvre ? Est-ce que le politicien suisse en moyenne a une langue plus appauvrie du fait qu'il doit se faire comprendre par autrui ? Je pense qu'il y a un bout de ça, mais pas que. Et je pense que votre reportage le montre assez bien. Je pense qu'il y a aussi la culture suisse qui fait qu'on est moins dans la grandiloquence, on est plus modeste, on est influencé aussi par la religion, par le fait qu'on est un peuple de montagnards et on ne procède pas de l'aristocratie. En Suisse, il n'y a pas le culte de la personnalité. On l'a vu, le pouvoir est partagé. Il y a une forme de modestie dans l'exercice du pouvoir et donc dans l'expression aussi de ce pouvoir. Est-ce que la politicienne que vous êtes parfois regrette une certaine sacralisation de la fonction publique ailleurs, dans les pays qui nous entourent ?
Oui, disons-nous, en Suisse, on est quand même très attaché au fait que le pouvoir, il se reçoit avec modestie et on est très attaché à la valeur du travail. Et dans ce sens, la mise en scène, la pipolisation et parfois même aujourd'hui la caricature vers laquelle on est obligé d'aller avec les nouveaux médias sociaux, avec parfois même vous, les médias, vous nous poussez à raccourcir nos modes d'expression, nos modes de pensée. Et donc ça pousse effectivement à des postures, à des raccourcis. Et voilà, donc ça, effectivement, ça, je pense que c'est international et c'est pas uniquement propre à notre pays. Vous disiez, il n'y a pas d'aristocratie suisse. À votre main droite, quand même, il y a Bertrand Piccard. C'est quand même une forme d'élite suisse. Alors, la génération des Piccard, n'est-ce pas? Père, grand-père, et puis cette éducation très classique, on disait parfois une Suisse patricienne, dont vous êtes un peu Bertrand Piccard, avec toute l'éducation qui allait avec. Ce monde-là, est-ce qu'il disparaît un peu avec la mondialisation? Non, parce qu'il ne faut pas confondre la langue qu'on parle et puis ce qu'on dit. Quand on parle de francophonie, parfois on reste bloqué sur le fait qu'on parle français. Mais dans le français, il y a toute une série de langues. Il y a la langue de la politique, il y a la langue de l'innovation, il y a la langue de la science, il y a la langue de la philosophie. Et ça ne doit pas disparaître. Alors maintenant, ce n'est pas une question de patricien ou pas de patricien, c'est une question d'approfondir des domaines. Et je crois que la Suisse, et c'est ce côté-là que j'aime beaucoup en Suisse, c'est l'approfondissement de l'innovation, de la science. Et ça, on en a absolument besoin dans notre monde, parce qu'on voit à quel point le mépris de la science arrive à des aberrations politiques. Et aujourd'hui, il faut revenir à cette notion de science. Ce pays tellement décentralisé, on l'a vu dans le reportage, vous êtes président du gouvernement vaudois, mais vous êtes 7 à être ce gouvernement. On a un chef d'État en Suisse qui est le Conseil fédéral qui est en fait composé de 7 à la place d'avoir un Macron ou un, etc. On a 7 et décentralisation partout, les cantons. Est-ce que ça influe sur la langue? Est-ce que ça, comme disait Michel tout à l'heure, est-ce que ça plaque sur notre façon de parler? Oui, ça plaque sur notre manière de faire. C'est-à-dire que ça oblige une beaucoup plus grande responsabilité de la population. Moi, je me rappelle cette fameuse votation qui a été incroyablement moquée à l'étranger. C'est quand les Suisses devaient accepter par vote populaire s'ils voulaient 6 semaines de vacances ou rester à 4. Et les Suisses ont décidé de rester à 4. Mais ils restent à 4 parce que... Qu'est-ce que vous aviez voté, vous? Mais moi, j'avais voté pour rester à 4. Mais forcément, parce que les Suisses, puisqu'ils se gouvernent eux-mêmes, savent très bien que ça aurait affaibli l'économie. Ils savent très bien que ça aurait peut-être augmenté le temps libre et baissé la qualité de vie des salariés. Alors, les Français ont beaucoup ri, mais je ne pense pas que les Français ont la qualité de vie de la Suisse. D'ailleurs, ce que vient de dire Bertrand, ça prouve la maturité civique du Suisse. J'ai envie de vous demander, Darius parlait, on parlait du fait de l'horizontalité, de l'aspect confédéral, de l'aspect collégial de la prise de décision en Suisse. Quel genre de patron est-ce que vous êtes, vous? Est-ce qu'on peut l'être dans une entreprise privée comme on peut l'être au sein d'un gouvernement ou d'un fonctionnement confédéral? Eh bien, je vais vous dire, contrairement à beaucoup de pays qui devraient prendre un exemple sur le système politique suisse, nous prenons exemple. Nous dirigeons nos entreprises un peu comme est dirigée la Suisse. C'est-à-dire, en bref, la recherche du consensus. Éviter les frustrations. Il y a 2 choses qui sont terribles pour le peuple. C'est de ne pas avoir droit à la parole. Or, la Suisse, c'est le pays le plus démocratique. Et la deuxième chose qui est terrible, c'est les frustrations. Or, en Suisse, politiquement, on ne peut presque jamais avoir de frustration puisqu'on a toujours le consensus. Un mot encore sur l'amour du français. On a parlé de la science tout à l'heure, on cadre un petit peu, mais avancer un tout petit peu de poésie. Nouria Gorité. Non, c'est vous qui parliez, je crois, des premiers apprentissages à l'école. Oui. Quand même, l'amour du français a une dimension sentimentale. Vous l'avez découvert à quel moment? Moi, j'ai eu cette chance, disons, dans notre pays, on a aussi un système scolaire qui permet l'accès aux études et donc à l'ascenseur social. On peut encore l'améliorer, bien entendu, mais il fonctionne. Moi, je l'ai découvert, cette langue, au travers de Prévert, tout simplement, lorsque, à l'école, on a commencé à lire les grands poètes français, Prévert, Éluard. Voilà, c'est là où je me suis intéressée. Une poétienne de gauche pour les
non-Suisses qui nous regardent, il faut que vous sachiez qui est qui. Ouais. Oui, je suis une politicienne de gauche. J'ai eu ce double enseignement. J'ai aussi suivi une scolarité espagnole en parallèle à mes études en français, mais j'ai appris la beauté de la langue au travers des grands poètes français. C'est cette communauté culturelle qui nous lie. Et donc voilà, c'est vrai que nous, les Suisses, eh bien, nous nous nourrissons de littérature, de culture française. Bertrand Piccard, la magie de la parole. Parce que moi, je me rappelle ma grande expérience de la différence entre l'anglais et le français, c'est quand j'avais écrit un article pour National Geographic et que le correcteur américain m'avait enlevé 3 mots sur 4 dans mon article. Et j'avais protesté, j'avais dit, mais vous enlevez toute la poésie de mon article. Et il m'a dit, vous, les francophones, vous utilisez beaucoup trop de mots. Le psychiatre qui est en vous, vous pratiquez plus beaucoup la psychiatrie, mais enfin, la parole, l'importance de la parole, le souvenir le plus fort, c'est quoi? Mais je crois que le souvenir le plus fort, c'est chaque fois que des patients, pendant des psychothérapies, étaient capables d'exprimer ce qu'ils n'avaient jamais réussi à exprimer avant. Et que la parole est une manière de guérir. Alors, la parole, la poésie, on va revenir à un autre domaine où la Suisse rayonne beaucoup. En réalité, beaucoup des Suisses connus dans le monde sont des scientifiques. Et c'est un domaine que nous retrace Martina Schiba. Vous pensez que la science helvétique est dépassée et ennuyeuse? Alors sachez que, par exemple, en chimie, on est au top. Déposer une pointe de fécule, verser un verre de vin blanc sec par convive et touiller. Sachez qu'Albert Einstein a travaillé chez nous et pris la nationalité suisse. Sachez qu'on a le CERN, c'est quand même le seul endroit au monde où l'on fait la fête avec des pizzas en forme de boson de Higgs. Sachez qu'on y a découvert le web et dans la foulée, on a mis au point la souris. Non, pas celle-là, celle-là. Sachez qu'on a eu plein de prix Nobel, mais aussi la médaille Fields de mathématiques grâce à Stanislav Smirnov. Sachez qu'on n'a pas de pétrole, mais on a eu l'idée du velcro pendant une partie de chasse. Je me suis aperçu que les petites bardanes crochaient terriblement fort sur les vêtements et dans les oreilles du chien. On a aussi construit le plus long tunnel ferroviaire du monde. Sachez que notre intelligence n'a rien d'artificiel et qu'on fabrique plein de robots rigolos. Okay. How are you today? Are you happy? Yes? Sachez qu'on a plein de gens dans la Lune, comme Michel Mayor, notre professeur tournesol à nous, qui découvre régulièrement des exoplanètes. On a aussi des gens dans le ciel, comme Bertrand Piccard et André Borschberg et leur avion solaire. Sachez enfin qu'en 1938, on a inventé le café instantané. Le nouveau Nescafé Gold est unique. Vous le reconnaissez à l'homme sur l'étiquette. Et bien plus tard, la capsule de café. What else? Ah, je vous ai pas dit. Nous possédons le premier laboratoire pharmaceutique du monde. Vous en avez assez? La tête vous tourne? Alors prenez une petite aspirine. Ah, sachez que c'est aussi nous qui l'avons inventé. Et c'est pas Descartes qui disait « je pense, donc je suis ». Voilà, nous avons rejoint désormais bien René Prêtre, célèbre chirurgien du cœur, ainsi que les musiciennes Julie et Camille Berthollet qu'on a entendu tout à l'heure et qui nous ont donc rejoint maintenant. Même exercice qu'on a fait avec nos précédents invités. S'il y avait pour chacune d'entre vous un mot particulier qui vous reste en tête, qui vous est en tête par rapport au français, ce serait lequel? Julie? Par rapport au français, ce serait... C'est en lien avec la musique? Avec la musique, oui. Pour nous, c'est une langue chantée. C'est une langue qui chante aux oreilles. Donc, c'est ce qui je pense que c'est ce qui me viendrait directement. Les musiciens aiment beaucoup le français. Ils essayent tous de parler un peu français, plus ou moins bien. Donc, ouais, ce serait plutôt une langue chantée. Moi, je dirais charmant. C'est un peu cliché, mais quand même, je trouve que ça soit la langue, le pays ou la culture... Ouais. En même temps, j'ai grandi dedans aussi. Et ça va bien avec le violon rose que vous interprétiez tout à l'heure. Voilà, c'est ça. René Prêtre, je ne sais pas, le premier mot ou le mot qui vous a le plus frappé, est-ce qu'il est en lien avec votre domaine d'activité ou dont vous puissiez vous souvenir, ou c'est quelque chose de complètement autre qui vous viendrait à l'esprit?
Écoutez, j'échapperai pas à ce mot monosyllabique qui s'appelle simplement le cœur. Le cœur, oui, évidemment, c'est celui qui vous anime et celui qui anime dans votre activité. Il a une telle importance dans nos vies, je veux dire. C'est à la fois la vie, c'est à la fois l'amour, donc les deux biens les plus précieux que l'on a. Et moi, c'est tout mon travail, donc il a une place, mais exorbitante dans ma vie. Vous avez sauvé tant de vies, tant de vies d'enfants. Vous avez fait le compte parfois? Combien de patients? Alors oui, j'ai fini par faire le compte, puisqu'on m'a posé la question 2-3 fois, et j'estime j'ai réalisé entre 5 et 6 000 opérations cardiaques chez des enfants. En science, on l'a vu dans le sujet tout à l'heure, et en Suisse, on parle plusieurs langues. Donc il faut bien trouver parfois une sorte de lingua franca pour s'exprimer entre les différentes parties. Mais plus généralement, dans le monde scientifique, soit une question adressée soit à Bertrand Piccard, soit à René Prêtre, est-ce que c'est le français qui a encore une place, ou est-ce que c'est l'anglais aujourd'hui qui est la langue des sciences parlées internationalement? Écoutez, si vous regardez la culture, si vous parlez de l'ancienneté, si vous parlez de tout ce qui a été découvert, c'est le français, c'est clair. Et si vous regardez maintenant la langue des publications et la langue qui permet de comprendre, c'est l'anglais. Moi, je me rappelle cette anecdote incroyable d'un Japonais qui, dans les années 20, avait découvert les jet streams. Et il s'est dit, dans quelle langue est-ce qu'il faut publier pour que je sois vraiment compris partout? Et il a pris l'espéranto. En pensant que tout le monde lisait l'espéranto. Personne n'a lu ça, personne ne connaît l'espéranto alors que c'est censé être la langue universelle. Personne n'a su qu'il avait découvert ces jet streams. Et ça s'est retrouvé 50 ans plus tard, complètement par hasard. Donc on voit bien, il faut faire très très attention quand on croit qu'on est compris. Et je pense qu'on doit vraiment prendre la langue de l'autre si on veut faire passer ces messages. La langue très locale, et puis on peut avoir des carrières extraordinaires. René Prêtre, vous êtes un exemple. Le Jurassien, vous avez gommé un peu votre Jurassien, le Jurassien de votre enfance, vous vous souvenez? Oui, l'accent est peut-être un peu gommé, mais il est toujours là. Il est encore un petit peu là quand même. Votre histoire est fascinante quand même. On parle souvent de vos mains. Pardon, c'est un cliché, mais les mains du chirurgien. Vous étiez enfant de paysan, vous savez traire une vache. Et vous êtes un des chirurgiens les plus connus dans le monde, réussite d'abord à New York, international. Ça, c'est aussi particulièrement suisse, disons, cette forme d'égalitarisme qui fait que, en partant, alors il y en a partout, mais l'égalitarisme suisse, ça aide à ça. Ah, mais écoutez, je n'ai pas compris tout de suite. Il a fallu que j'aille à l'étranger, effectivement. Même aux États-Unis où j'ai travaillé, et franchement, les chances ne sont pas données de manière aussi équitable que chez nous en Suisse. Puis alors, on ne parle pas du tiers-monde. Je veux dire, un enfant qui vient des régions rurales n'a pratiquement aucun accès possible à la médecine, à la chirurgie ou à une chirurgie du cœur, qui est vraiment le sommet de notre technologie. Et ça, je suis extrêmement, fier et reconnaissant simplement d'être né en Suisse. Ça fait une différence énorme. On parle du langage, mais vous êtes de ceux, vous l'avez écrit dans votre livre et au Centre Bat le Cœur, qui parle peut-être le mieux de ce qui n'est pas du langage. Vous avez décrit des scènes inouïes de mères qui tiennent leur enfant et qui aident à le soigner, alors qu'il est presque à l'article de la mort. Ça existe, ça aussi. Oui, bien sûr. Bon, ça, c'est un rapport beaucoup plus mère-enfant, mais il est extrêmement fort. Ça, on se l'imagine tous, bien entendu. Quand moi, j'opère des enfants, bien entendu, j'ai un contact avec eux qui, finalement, n'est pas extrêmement profond, parce que ces enfants sont souvent dans la première année de vie. Par contre, j'ai affaire à des parents qui souffrent encore plus que leur enfant, qui sont encore beaucoup plus inquiets que si l'opération devait être faite sur eux-mêmes. Et j'ai en souvenir des situations où il a fallu une récupération qui s'étale sur plusieurs jours. À un moment donné, on tenait la circulation par une machine externe. Le cœur n'avait plus la force de le faire. Et j'ai cette image en tête de cette mère qui a passé quasiment jour et nuit autour de son enfant, lové autour de lui. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait un amour incroyable et en même temps, il y avait tous ces tuyaux qui sortaient du corps. Et si vous voulez, vous aviez cette vie un petit peu scientifique qui était tenue par une machine et cette vie spirituelle qui était tenue par cette mère. Et quand l'enfant s'est réveillé, mais on avait du mal de s'imaginer que cette aide de cette maman n'avait pas aidé aussi à faire cette récupération. Le langage de l'amour, le langage non verbal, le langage de la musique. Camille et Julie Berthollet, vous allez encore nous jouer quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on va encore vous jouer Tchardas de Monty, que j'ai arrangé pour 2 violons. C'est une pièce qu'on adore, un petit peu tzigane, et c'est un répertoire qu'on aime beaucoup jouer parce que ça nous amuse et puis on a écouté beaucoup quand on était petite. Donc, ça nous inspire. Merci. Alors, je vous propose d'aller vous mettre en place et puis quelques mots en attendant peut-être. On va parler du déclin du français quand même. Vous l'aviez introduit. Est-ce qu'on ne s'illusionne pas? Alors c'est magnifique, français parlé sur tous les continents. On fait un tour du monde de la francophonie. C'est évidemment très émouvant d'entendre parler notre langue partout. Mais malgré tout, est-ce que le français ne recule pas? Mais oui, je crois que le français recule.
Mais on n'est pas non plus là pour faire uniquement le prosélytisme francophone. Il faut réaliser que depuis qu'il y a l'anglais, les gens communiquent mieux entre eux. Les gens se parlent plus, les gens arrivent dans les régions les plus reculées du monde à échanger quelques mots parce que tout le monde a appris un peu d'anglais. Et ça, c'est un avantage. Moi, j'aime mieux parler anglais avec quelqu'un qui me comprend que de parler français avec quelqu'un qui ne me comprend pas. Je m'excuse d'être aussi rationnellement pragmatique dans cette émission, mais quand même, c'est le résultat qui compte. On va continuer. La musique tout d'abord. On disait que le français était quand même, connaissait quelques difficultés à l'échelle internationale. En Suisse, est-ce que vous avez l'impression aussi que le français vit des moments difficiles à cause de l'allemand ou à cause de l'anglais ? Moi, je pense qu'il y a une chose qui est inéluctable, c'est la perte de terrain du français par rapport à d'autres langues. Mais ce qui n'est pas du tout inéluctable, c'est la place des pays francophones. C'est pas simplement du français, c'est ce que les pays francophones peuvent continuer à transmettre comme valeur au niveau des droits humains, au niveau de l'innovation, de la protection de l'environnement, du respect. Et ça, c'est ces valeurs du français qui doivent continuer, quelle que soit la langue, à être soutenues par les pays francophones et toute la francophonie en général. Un français qui n'est pas seulement défensif, vous qui parlez si bien des émotions, si on conclut avec vous là-dessus en tout cas, René Prêtre.
Pour moi, je parle 3 langues, c'est le français la plus belle et franchement, ça vaut la peine. C'est le français qui est le plus beau. Ça, c'est le jurassien ouais. aussi. Hein, Bien sûr. Mais d'un autre côté, moi aussi, je bourlingue pas mal. On a des projets humanitaires en Afrique, en particulier au Cambodge. Et heureusement, là-bas, c'est toujours en français qu'on s'exprime, c'est toujours en français qu'on forme les gens et j'en suis particulièrement content. Merci. On approche malheureusement, ça passe une vitesse file de la fin de cette 3e étape du Tour du monde de la francophonie, étape suisse. Donc il y en a encore 22 autres à découvrir. La prochaine étant à Bruxelles, en Belgique, d'ici quelques minutes. La Belgique, l'autre pays, non pas du fromage comme le fameux slogan, mais du 70 et du 90 de vrais rebelles, de vrais résistants, où vous attend Élodie de Célis. Oui, bonjour de vrais rebelles. Je vous attends à Bruxelles dans un instant et je ne serai pas toute seule. Il y aura du bon monde, des invités qui vont se succéder sur ce plateau et peut-être même certains que vous connaissez. Il y aura le dessinateur Philippe Gueluc, le papa du chat, le chanteur Arnaud, le réalisateur Nabil Ben Yadir et plein d'autres surprises. On vous attend ici à Bruxelles pour ce tour du monde de la francophonie à la belge. À tout de suite. Il faut qu'ils viennent alors. Ouais.